Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux d'être parmi vous ce soir pour écoutez, vous parler un peu d'épargne et surtout d'épargne retraite. Donc, qu'est-ce qui nous attend, Céline ? On va faire un 360 degrés de la manière dont est investie votre épargne au sein de l'UMR. Mais finalement, en fait, 360 degrés de toutes les classes d'actifs investissables. Donc, ça pourrait être de l'épargne dans une assurance vie, dans un PER. L'idée, c'est de venir un petit peu explorer de manière pédagogue les classes d'actifs, ce qui constitue des portefeuilles d'investissement. Quelles sont leurs caractéristiques, comment on peut créer un rendement, comment on fait fructifier de l'argent sur du temps long. Donc on va un petit peu explorer tout ça ensemble pendant à peu près 30 à 40 minutes et puis répondre aussi à vos questions si vous en avez à la fin. Mais déjà, je voulais te poser une question, Iyas. Donc moi, c'est Céline. Moi, c'est Iyas. Donc déjà, je voulais te poser une question. Si je te dis retraite, toi, tu penses à quoi ? Alors, je sais très bien pourquoi tu me poses cette question, parce que juste avant, tu as eu un slide dans lequel on disait que les personnes qui commencent à s'y intéresser ont environ 31 ans. Voilà, c'est exactement ma typologie. Donc c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'en parle à Céline, et puis elle m'a dit, mais Iyas, est-ce que tu n'as pas envie de venir à l'UMR, toi qui ne comprends pas grand-chose, histoire qu'on explore ça ensemble. Je me suis dit, c'est incroyable, surtout si après il y a quelque chose à manger. Elle m'a dit oui, alors je suis là. Du coup, l'épargne pour moi, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, je vois du soleil, je vois du plaisir, je vois des activités, je vois du jardinage, je vois des balades, je vois des amis, je vois de la famille. Je vois en tout cas un moment où je me sens bien, où je prends le temps de passer du temps à faire des choses qui comptent. Ok, ça c'est un beau projet de retraite. Et du coup, tu penses que tu vas avoir besoin de quoi pour justement cette retraite idéale ? Alors je pense qu'on peut poser la question aux gens ici, mais si j'avais à y réfléchir et me projeter dans cet espace, je dirais de la santé. Je pense qu'au final, le plus beau des cadeaux que je peux avoir, c'est d'être en forme, pour moi-même et pour mes proches. Qui dit proche, dit un entourage quand même, c'est quand même cool quand on fait des activités avec d'autres personnes. Et puis, qui dit activité quand même, on est dans une société où tout n'est pas encore gratuit. Donc je dirais un peu d'argent. Ouais, je pense qu'effectivement c'est un bon point de penser à la manière dont on peut justement épargner pour cette retraite. Et puis ça nous amène un peu à notre question de comment fructifie mon argent quand je prépare ma retraite. Et finalement, tu vas voir qu'il y a énormément de liens entre tous tes projets, toutes tes envies de retraite et la manière dont est investi ton argent. Parce que finalement, la retraite, c'est mutualiser de l'argent qui va être réinvesti dans la société. Et donc, on va investir dans des grands domaines comme se nourrir, se loger, se déplacer, l'énergie qu'on consomme. Donc en fait, c'est hyper important de comprendre quel est le lien entre la manière dont tu investis ton argent et la société. Je vois que tu es sceptique. Ouais, c'est pas super clair pour moi comment est-ce que c'est possible, mais... D'accord, donc ce que je comprends, c'est que tu vois pas trop le lien. Est-ce que, un petit peu comme Iyas, il y a des gens dans la salle qui, comme lui, ne sont pas très à l'aise pour expliquer ce dans quoi est investi les placements de l'épargne. Et voilà, ce ne serait pas très à l'aise de l'expliquer à sa famille, à ses enfants, etc. Vous seriez, vous, à l'aise ? Bon, Iyas, c'est pas à l'aise. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas à l'aise comme moi. Dans la salle, n'est pas hyper à l'aise pour expliciter levez la main ceux qui ne sont pas à l'aise comme moi. Les portefeuilles d'investissement. Ok, d'accord. Bon, alors pour toutes ces personnes-là, l'objectif de ce soir, c'est que ça s'éclaire un peu plus et qu'on aille explorer ensemble toutes ces classes d'actifs dans lesquelles peuvent être investies votre épargne, comment elle est investie et comment on la fait fructifier. Alors déjà là, tu utilisais un mot, classe d'actifs, pas sûr d'être... Ah oui, alors, ce que ça veut dire. Une classe d'actifs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une classe d'actifs ? Une classe d'actifs, ça regroupe des instruments financiers qui ont les mêmes caractéristiques. C'est un peu comme dans un orchestre, des catégories d'instruments. En fait, ils vont avoir une sonorité, on va les classer, les cuivres, les cordes, et ça va permettre d'avoir une harmonie globale. C'est un peu la même chose. Les instruments financiers, ils ont des grandes caractéristiques, on les range en grandes catégories, et chaque catégorie a une fonction et va permettre à ajouter quelque chose, une utilité dans un portefeuille global. Donc j'entends qu'il existe comme plusieurs types d'instruments, des instruments en vente ou autres. Il doit y avoir plusieurs classes d'actifs qui ont chacune des spécificités, je présume. Exactement. Okay. Et du coup, quelles sont les questions qu'il faille que je me pose pour mieux comprendre comment les distinguer
et éventuellement comment les choisir ou mieux les comprendre. Ouais. Alors, les grandes caractéristiques des classes d'actifs, on va souvent se poser 3 questions. Les questions autour du rendement, combien ça peut me rapporter cet actif. Une question autour du risque, parce qu'en règle générale, le rendement et le risque sont assez corrélés. Et une 3e question, qui a été pas mal abordée en fait, dans la première partie de la plénière, sur l'aspect de la durabilité. Est-ce qu'avec cette classe d'actifs, je peux avoir un impact sur la société ? Donc ça, c'est un peu les grands marqueurs à chaque fois qu'on va se questionner sur les classes d'actifs. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est, au final, une fois que j'ai en tête les caractéristiques, quelle est l'utilité de cette classe d'actifs ? À quoi il sert dans un portefeuille global ? Et vous allez voir que, évidemment, compte tenu de leurs caractéristiques, les classes d'actifs ne répondent pas du tout aux mêmes objectifs dans un portefeuille de placement. Du coup, on y va ? Ouais, je suis chaud. Ok. Donc, on va commencer par la première classe d'actifs, celle qui est la plus intuitive, et finalement, vous l'avez nommée assez naturellement tout à l'heure quand on parlait des produits financiers qui étaient les plus connus. C'est la classe d'actifs monétaires. La classe d'actifs monétaires, elle a les caractéristiques principales d'être très rapidement disponible. En termes financiers, on dit liquide. Vous allez beaucoup m'entendre parler de liquidité. Le fait d'avoir une caractéristique de liquidité fait qu'on peut très rapidement retrouver notre argent, sonnant et trébuchant. On peut transformer l'investissement rapidement et retrouver son argent, le revendre facilement. Donc, les actifs monétaires sont des actifs qui sont investis à plutôt court terme, en règle générale sur des durées de moins de 12 mois, et qui offrent beaucoup de sécurité. On va penser assez naturellement au livret A, à des comptes à terme, des dépôts à terme, en tout cas des produits qui sont extrêmement sécurisés, souvent proposés par des banques, et qui permettent d'assurer un coussin de sécurité dans un portefeuille d'investissement. Ces investissements-là, ils correspondent vraiment à des positions assez spécifiques en termes d'utilité, c'est-à-dire des positions d'attente, où on sait qu'on va avoir un investissement à venir, et donc du coup, on place l'argent pour 2-3 mois en attendant de réaliser ce décaissement ou cet investissement futur. Et puis aussi le petit matelas de sécurité, où en fait on se dit c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent de côté pour faire face aux imprévus sur les prochains décaissements. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait toujours 3 dimensions à garder en tête à chaque fois qu'on voulait rentrer dans la compréhension d'une classe d'actifs. Oui. On a parlé de rendement, on a parlé de risque, on a parlé de durabilité. Du coup, qu'en est-il pour cette classe d'actifs ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? La partie durabilité sur les placements monétaires, elle est assez, finalement, elle est assez peu présente parce que comme ce sont des investissements de très court terme, on ne peut pas réellement porter des projets de grande ampleur sociétale avec des placements très court terme. Pour autant, un des placements les plus connus sur la partie monétaire qui est le livret A, parce qu'il y a des très très gros volumes et qu'il est extrêmement utilisé par les épargnants en France, permet quand même pour une partie de financer le logement social par exemple. Donc ça permet quand même, dans une part, de faire des investissements, on va dire, sociaux ou responsables, mais ce n'est pas l'objectif premier de cette classe d'actifs qui est vraiment cette liquidité et cette sécurité. Ok, donc ce que je comprends, c'est vraiment, quand on investit dans l'épargne retraite, c'est une partie de la poche qui va être allouée dans des actifs dits liquides, donc où on peut rapidement retrouver l'argent. Ça veut dire que c'est sur du court terme, c'est assez peu risqué, oui. Et du coup le rendement est assez faible. Et le rendement est assez faible, assez proche de ce qu'on appelle le taux sans risque, le taux directeur de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, on a des taux sur le monétaire qui sont autour de 2,4% à peu près. Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant ce qu'on disait un peu avant, quand on nous parlait de livret A, qui est en fait une belle solution dans un premier temps, mais peut-être pas idéale pour investir sur du long terme. On se retrouve du coup dans un espace un peu comme celui-ci qui n'est pas adapté. Oui, tout à fait. Ok, donc il y a le monétaire. Alors il y a un terme que j'entends assez souvent ces derniers temps, c'est l'obligation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et d'ailleurs, on en a entendu parler tout à l'heure. Sur les investissements, on a une deuxième classe d'actifs qui est la classe d'actifs obligataires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une obligation ? Une obligation, c'est un contrat de crédit, un contrat de prêt. C'est un titre de créance. Donc, en fait, on va émettre une dette. Un émetteur va émettre une dette et on va lui prêter de l'argent. Et l'émetteur, qui peut être une entreprise, une collectivité locale, un État, une banque, en gros des acteurs économiques qui ont des besoins de financement, vont s'engager à rembourser le montant qu'ils empruntent, qu'on appelle le capital, à une échéance qui est connue et fixée.
et à payer des intérêts sur cette dette, évidemment, comme n'importe quel prêt. Et ces intérêts, on les appelle des coupons. On les appelle des coupons parce qu'à l'époque, c'était des titres qui étaient matérialisés par des grandes planches et on venait découper les petits coupons pour se faire payer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des coupons. Les coupons, les intérêts. Et donc, les grands marqueurs de cette classe d'actifs, leur grande caractéristique, c'est qu'on a une lisibilité des revenus, parce qu'on connaît les intérêts qui vont être payés, on connaît la date d'échéance et on sait qu'à l'échéance, le capital va être remboursé. Si l'émetteur n'a pas fait défaut. Donc on comprend bien qu'il y a ici une question de sélection. À qui on prête de l'argent? Est-ce que l'emprunteur est solvable? Est-ce qu'on a confiance dans sa qualité de crédit? Et donc là, finalement, ça va résonner par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure sur le fait que cette année, l'UMR a été notée par une agence de notation A+, qui est une très bonne qualité de crédit. Et donc, en fait, dans le marché, il y a des marqueurs qui nous donnent des analyses sur la qualité de crédit des émetteurs. Et donc, en règle générale, quand on est un assureur, une mutuelle, un fonds de pension, on va plutôt avoir un axe obligataire, donc des investissements obligataires qui vont répondre à une grande stabilité et le fait d'aller chercher des revenus réguliers avec les coupons, mais avec très peu de risques. Donc on va aller chercher des émetteurs, ce qu'on appelle de bonne qualité. Donc sur le marché, où on utilise beaucoup d'anglicismes, on dit investment grade. Donc en gros, de qualité supérieure, qualité investissement. Donc on ne va pas aller chercher des obligations trop risquées, pas d'émetteurs qui risquent de faire défaut, on va plutôt aller chercher sur des entreprises, des banques, des États, très bonne qualité de signature, qui vont nous amener un revenu fixe et lisible dans le temps. Donc cette classe d'actifs, elle est très importante dans des portefeuilles d'investissement pour venir faire fructifier votre épargne, parce qu'en fait, elle apporte un couple rendement-risque très équilibré. Et cerise sur le gâteau, avec cette classe d'actifs, on peut venir investir dans des projets fléchés, sur la partie environnementale ou sur la partie sociale. Donc j'entends que c'est quand même une classe d'actifs assez intéressante, hein, aussi bien sur l'aspect rendement que sur l'aspect risque, que sur l'aspect durabilité, en tout cas pour certains d'entre eux. Est-ce que tu auras des exemples un peu plus concrets de ça, à quoi ça ressemble? Oui, par exemple, dans le portefeuille de l'UMR, on va retrouver des obligations vertes. Les obligations vertes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des obligations par lesquelles on va prêter de l'argent à un emprunteur et les fonds sont vraiment fléchés vers des projets pour la transition bas carbone, des projets environnementaux, des projets d'électrification. Voilà, des projets de transition qui sont éligibles à un référentiel vert européen qui s'appelle la taxonomie européenne. On va aussi retrouver, par exemple, des obligations sociales. Et les obligations sociales, elles servent à financer des projets sociaux. Par exemple, dans le portefeuille de l'UMR, on retrouve des titres obligataires de la CADES, qui est la Caisse de remboursement de la dette sociale en France. Je te remercie, parce que notamment ce soir, ma mère m'a demandé de reciter un peu tout ça. Okay. Donc je vais essayer d'un peu résumer, n'hésite pas à me dire si je le fais bien ou pas. Donc de ce que je comprends bien, une partie de l'épargne du coup est allouée à financer, est destinée à financer des entreprises, des collectivités ou des États au travers de titres de dette. Oui. Ça offre un bon rendement risque et derrière, on peut y intégrer un aspect durabilité assez important comme celui-ci. Tout à fait. Incroyable. Pour l'instant, tu comprends bien. Ok, super. C'est ma mère qui va être contente. Alors, il y a un autre mot dont tout le monde me parle, surtout, je ne sais pas, vous avez entendu ces derniers mois, les marchés, etc. Ça dégringole, volatilité, je ne sais pas trop quoi, les actions. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est cette classe d'actifs et en quoi est-ce qu'elle diffère des deux premières qu'on vient de voir? Complètement. On l'a vu dans les obligations, c'est un contrat de prêt entre un emprunteur et un prêteur. Sur la partie action, c'est un peu différent parce que là, on va devenir propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Quand on achète une action, on achète une fraction du capital d'une entreprise. Et donc forcément, en tant qu'actionnaire, en tant que détenteur de ce titre de propriété, on va avoir des droits. Et notamment le droit de participer aux résultats, de tirer par profit des bénéfices potentiellement, de la valorisation du capital de la société. Et puis aussi, on va avoir le droit de participer aux assemblées générales, parce qu'on détient des droits de vote potentiellement. Donc on est sur le marché action détenteur d'un titre de propriété. Évidemment, le corollaire de la participation
au bénéfice potentiel, c'est que quand les choses se passent mal, eh bien, on est actionnaire de la société et donc on subit également potentiellement les pertes si elles existent. Donc évidemment, on subit ce qu'on appelle la volatilité sur les performances de l'entreprise, qui parfois peuvent être bonnes, et puis parfois, pour des raisons de stratégie, de politique, d'économie, eh bien, est moins bonne, et on en subit les conséquences en tant qu'actionnaire. Donc, c'est une classe d'actifs sur laquelle on va venir chercher un moteur de performance qui peut être double, celui des revenus financiers liés aux résultats de l'entreprise, qu'on appelle les dividendes, qui ne sont pas forcément obligatoires. Des entreprises peuvent décider de ne pas verser de dividendes et de les mettre en réserve. Et puis, on va aussi venir jouer le potentiel d'appréciation, de valorisation dans le long terme du capital de la société. Et donc, évidemment, les actions se négocient, pour la plupart, les actions cotées sur les marchés. Et donc, on va effectivement pouvoir regarder, alors pas tous les jours parce que ça peut être anxiogène, mais la volatilité, le comportement de cette classe d'actifs par rapport à sa tendance naturelle. Tu parles du marché. Est-ce que tu as des petits exemples pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle ici ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une classe d'actifs qui est importante dans un portefeuille financier parce que c'est celle qui apporte le rendement. Donc, il faut s'investir un peu sur les marchés actions. On va aller chercher un moteur de performance sur les actions. Ça permet de se diversifier en termes de classe d'actifs et de ne pas rester que sur des revenus réguliers, mais un peu moindres, et qui permet aussi de se diversifier à l'international, sur des prismes sectoriels, sur des convictions. Dans le portefeuille de l'UMR, par exemple, on a deux manières de gérer les actions. Une partie qui est investie sur l'Europe, avec une gestion de conviction sur certains titres qu'on va aller vraiment sélectionner. Et puis, des parties plus diversifiées, où on va investir au travers de différents fonds pour viser beaucoup plus large, à la fois sur l'Europe et aussi sur la partie mondiale. En fait, on va être totalement investi au travers de fonds. Et on va vraiment venir diversifier l'allocation du portefeuille. Vous en avez beaucoup entendu parler tout à l'heure de cette fameuse allocation. Ok, donc là on est sur une classe d'actifs qui permet d'avoir un peu plus d'argent, donc qui permet un potentiel de croissance assez différent. Et ça c'est rendu possible de par le fait qu'on devient copropriétaire d'une certaine façon, quand on investit dans des entreprises directement ou indirectement par des fonds. Donc ok, je suis copropriétaire et du coup, en tant qu'actionnaire, je vais pouvoir toucher soit des dividendes à un moment ou un autre ou bénéficier de la montée de la valeur de mon entreprise. Mais j'entends quand même que je suis indexé négativement à la performance. Si j'entends que la boîte va moins bien, je suis exposé aussi. On est d'accord ou pas ? Bien sûr. Ok, d'accord. Donc beaucoup plus risqué que ce que je pourrais avoir sur des obligations. Oui, complètement. Très bien. C'est pas le même risque en tout cas. Okay. Il y a beaucoup plus de volatilité. Dernier point, la partie durabilité. À chaque fois, on s'est dit, on va regarder le rendement. Celui-ci, il est potentiellement très important. Le risque, il est plus important parce qu'il y a plus de volatilité sur cette classe d'actifs. Mais sur le temps long, c'est une des classes d'actifs qui est les plus performantes. La durabilité. Alors, quand on travaille sur les marchés financiers, le marché financier, c'est une bourse mondiale sur laquelle on va échanger des titres qui sont déjà en circulation. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a un impact quand on vient fournir simplement de la liquidité, de l'achat-revente sur des actions. On a de l'impact quand il y a des introductions en bourse, parce que là, c'est de l'argent frais qui arrive pour les entreprises. Leur capital augmente et on va vraiment apporter de l'argent aux entreprises. Et sur cette partie action, il y a quand même une manière dont on peut adresser la durabilité et essayer d'avoir un peu plus d'impact. C'est l'engagement actionnarial. Le fait de voter, participer aux assemblées générales, essayer de faire en sorte que l'entreprise ait des bonnes pratiques, se tienne au courant des grands enjeux de son secteur, de l'environnement, des enjeux sociaux, etc. et mette en place, à l'intérieur en fait, de la gestion de son entreprise, des bonnes pratiques éthiques, des codes de gouvernance, etc. pour faire en sorte d'être en ligne avec nos valeurs en tant qu'investisseurs. C'est intéressant. Donc j'entends qu'en fait, les investisseurs qui prennent des parts soit dans des entreprises directement, soit indirectement au travers de sociétés de gestion, elles peuvent quand même influencer les politiques de ces entreprises. Elles peuvent. Ça s'appelle des politiques d'engagement. En tout cas, ce qui est important pour nous, en tant qu'épargnants, c'est d'essayer au moins de comprendre quelle est la politique d'engagement de nos partenaires financiers. Au moins s'assurer que quelque chose est mis en place pour justement avoir un dialogue actif, participer aux assemblées générales, essayer de transformer le modèle d'affaires des entreprises dans lesquelles on est investi. Intéressant. Ok, donc ça paraît un peu plus clair sur ces trois premières classes d'actifs.
Alors du coup, moi, j'ai envie de vous poser une question. Parce que là, on a vu les classes d'actifs les plus communes et celles qui viennent en tête à tout le monde. Le marché monétaire, les obligations, les actions. Est-ce que du coup, maintenant que vous avez un petit peu les choses en tête, vous avez une classe d'actifs complémentaire qui vous vient à l'esprit, sur laquelle on pourrait s'investir? Alors l'or, effectivement, qui peut être une valeur refuge. Je ne pensais pas forcément à ça. À l'immobilier. Évidemment, l'immobilier, c'est une classe d'actifs très intéressante parce qu'elle apporte quelque chose de différent dans un portefeuille d'investissement. Elle est assez décorrélée finalement des marchés financiers. Et là, on vient de voir que les premières classes d'actifs dont on a parlé sont très liées au momentum de marché, à l'économie, au contexte. Le marché immobilier, c'est un peu différent parce qu'on va pouvoir s'investir dans des biens physiques, en direct, acheter des immeubles, acheter des appartements, des maisons. Et puis, on va aussi pouvoir s'investir au travers de véhicules qui eux-mêmes vont investir sur le marché immobilier. C'est une stratégie intéressante, la stratégie immobilière, parce qu'elle apporte des revenus fixes, des loyers. Elle permet de se diversifier parce qu'on a tout un tas d'actifs immobiliers disponibles. On peut investir dans des biens résidentiels, on peut investir dans des biens... Des bureaux peut-être? Pardon? Des bureaux? Dans des bureaux, dans des actifs de logistique. Pas trop de bureaux, ou en tout cas dans des très bonnes zones. Mais pas trop de bureaux, je suis d'accord, en ce moment ça n'a pas le vent en poupe. Des centres commerciaux ou c'est encore autre chose? Les centres commerciaux, c'est pareil, c'est pas forcément le meilleur vent en poupe, mais oui. On peut venir investir dans l'hôtellerie de plein air. C'est très diversifié en fait, le secteur immobilier. Alors, on va voir les hôpitaux, parce qu'en fait c'est une bonne réflexion ce que vous dites là, mais on ne le range pas en règle générale dans la catégorie immobilier, parce qu'un hôpital, ça apporte aussi une notion de service public, etc. Et on va voir que ça va plutôt être rangé en règle générale dans une autre classe d'actifs qui s'appelle plutôt les infrastructures de santé. Donc ça va être les infrastructures. On va y venir après. Mais du coup, effectivement, alors il peut y avoir par exemple les résidences seniors, les EHPAD, etc. Là oui, on va être aussi dans une logique plutôt immobilière. Donc là, on a parlé plutôt de la partie rendement. Est-ce que Ouais. tu peux m'en dire un peu plus aussi sur la partie risque ici? Alors, la partie risque, on l'a vu, selon certains secteurs, etc., il peut y avoir des risques dans le marché immobilier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un des marqueurs de cette classe d'actifs, c'est quand même le temps long. Évidemment, en termes de liquidité, investir dans un immeuble, on ne peut pas le revendre du jour au lendemain si on décide de s'en défaire. Il y a un petit temps quand même pour revendre un actif immobilier. Donc, ce n'est pas la classe d'actifs la plus liquide, clairement. Donc, il y a un rapport au temps long qu'il faut appréhender dans cette classe d'actifs. Donc, en fait, souvent, on a besoin d'avoir de la visibilité et du temps long, ce qui est complètement le cas quand on travaille des portefeuilles d'épargne retraite à long terme. Et donc, on peut venir justement s'investir sur du long terme, obtenir ses revenus réguliers, ses loyers en contrepartie. Mais effectivement, c'est un des risques de cette classe d'actifs. Ok, donc une partie de mon épargne sera allouée plutôt à investir dans des biens matériels, que ce soit pour logement ou autre, qui derrière vont générer un revenu régulier, avec éventuellement pour certains d'entre eux une revente qui pourra être utilisée en tant que plus-value ou moins-value. Ok, il y a un problème de liquidité, donc si j'ai envie d'avoir cet argent dans les 5 ans, peut-être que ce n'est pas la classe d'actifs la plus intéressante. Ok. Si on continue un peu dans cette notion de bien réel, j'ai vu avec un peu de surprise qu'on pouvait investir dans du capital naturel, dans des forêts. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, effectivement. L'UMR a un fonds forêt qui s'appelle Brocéliande et qui investit dans des forêts, des actifs du capital naturel. Ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante aujourd'hui, notamment avec les enjeux environnementaux qu'on connaît actuellement. On sait qu'on va avoir des gros enjeux de venir régénérer les sols et de venir en fait investir dans du capital naturel sur lequel il faut préserver les sols, préserver la biodiversité. Ces actifs-là, ils permettent deux choses. Premièrement, évidemment, d'apporter des revenus. Alors peut-être des revenus moins importants qu'une résidence, investissement immobilier classique. Mais pour autant, l'exploitation du bois rapporte quand même des revenus réguliers. Donc ça reste quand même un marqueur de ces classes d'actifs. Et puis, on va avoir des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'en restaurant les sols, en préservant la biodiversité, on va venir dans les territoires qui sont importants pour nous, tous, en France, etc., de venir un petit peu
préserver les écosystèmes, et on sait que demain, ce sera crucial de capturer du carbone et d'avoir des endroits où il y a des réserves de biodiversité. Donc ça, c'est aussi typiquement des investissements qui sont faits pour l'avenir. J'ai quand même l'impression que ça semble être une classe d'actifs assez puissante en termes de durabilité. Alors là, on est complètement, pour le coup, dans la partie durabilité et impact. Si on continue un peu sur la question du bien commun, et le point a été amené, on parlait d'hôpitaux, donc j'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait des questions autour de cette classe d'actifs-là. Est-ce que, par exemple, une autoroute, un réseau électrique, c'est quelque chose qui rentre dedans ou je suis à côté ? Non, c'est complètement ça. Ça s'appelle les infrastructures. Donc quand on parle infrastructure, on est en train de parler de toute la structure qui fait fonctionner notre économie. Et ça, c'est une classe d'actifs dans laquelle on peut investir. Alors pas nous en tant que particuliers, jamais de la vie on va investir dans une autoroute ou dans un pont, mais les investisseurs institutionnels peuvent accéder à des programmes d'investissement sur la partie infrastructure. Alors quand on pense infrastructure, on va penser infrastructure de transport. Donc les infrastructures de transport, aujourd'hui, typiquement, à l'aube des grands enjeux environnementaux, ça va être typiquement des infrastructures d'électrification du réseau de transport routier en France, d'un maillage territorial d'électrification, de création de nouvelles voies maritimes décarbonées. On sait que c'est un enjeu crucial pour le commerce international. Ça va être de l'infrastructure de santé. On en parlait tout à l'heure sur la partie bien type hôpitaux. Et puis, finalement, il y a aussi toutes ces infrastructures sociales qui sont liées aux collectivités locales, les gymnases, les écoles. Alors, une partie n'est pas investie par des acteurs privés, une partie c'est du public, mais il y a une partie qui peut être investie par des acteurs privés. L'énergie aussi rentre dedans ? L'énergie, oui, infrastructure énergétique, tout ce qui va être éolien, photovoltaïque, les grandes fermes d'investissement sur l'énergie renouvelable. Et puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette classe d'actifs, on va venir investir dans les actifs tangibles. C'est pour ça qu'on parle d'infrastructure. En fait, quand on investit dans une ferme d'éoliennes, on n'investit pas dans le porteur de projet de l'éolienne, on investit dans l'éolienne. Elle nous appartient. C'est un actif qui devient notre propriété. Et donc, il y a une phase en 2 temps dans l'infrastructure. C'est ce qu'on appelle, nous financiers, la courbe en J, parce que ça fait un peu comme un J. Donc, on a toujours une phase d'investissement, où on décaisse de l'argent pour monter le projet. Et puis ensuite, on a une phase qui est plutôt une phase de rente, où on va venir récupérer l'exploitation de l'actif. Et donc, on va toucher des redevances ou un loyer lié à l'exploitation de cet actif. Et c'est aussi une classe d'actifs qui est assez résiliente parce que, en règle générale, les loyers sont indexés aussi à l'inflation. Alors j'ai quand même une question, parce qu'on est en train de parler de très très gros projets. Ça doit être des gouffres financiers. Alors, est-ce que c'est pas un peu risqué de mettre notre épargne dans des projets comme ça ? En fait, ce n'est pas forcément des gouffres financiers, ce sont des gros projets, ça c'est vrai. Ce qu'il faut avoir en tête sur les classes d'actifs infrastructure, c'est le temps très long. Ce sont des projets qui peuvent parfois avoir 10 à 30 ans de capacité d'exploitation. Donc ce sont des projets extrêmement structurants pour les économies dans lesquelles on vit, pour nos sociétés. Donc c'est très important aussi de bien choisir les projets dans lesquels on investit. Mais ensuite, il y a une phase d'exploitation qui est très longue. Donc évidemment, si on veut un retour sur investissement dans les 2 ans, ce n'est pas du tout cette classe d'actifs qu'on va aller chercher. Mais dans un portefeuille équilibré qui prépare de la retraite à long terme, eh bien, c'est une classe d'actifs hyper intéressante. Ah ok, ça commence à faire du sens. Tu as des exemples juste pour bien ancrer ça ? Oui, pour que ce soit plus concret. Par exemple, dans le portefeuille de l'UMR, on va retrouver le métro de Malaga, en Espagne. Donc là, l'UMR est propriétaire des métros et donc touche les droits de passage, etc., liés à l'exploitation de ce métro qui est 100% électrique. On va avoir aussi, par exemple, un maillage national de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Et on sait que demain, les véhicules électriques seront probablement une des vraies réponses à la mobilité décarbonée. Donc le portefeuille est investi dans une entreprise qui s'appelle Switch et qui déploie des bornes électriques. Et on est bien investi dans les bornes électriques qui sont notre propriété ici. C'est passionnant, moi qui me demandais toujours pourquoi je paye aussi cher mon autoroute. Maintenant, je comprends que c'est pour la retraite. Bon, ça va. Ça dépend lesquels. Tu as commencé un peu à introduire, donc soit j'investis directement dans les actifs au travers de l'infrastructure,
Soit, tu avais parlé peut-être d'investir non pas sur les actifs, mais sur les boîtes. Est-ce que ça aussi, ce serait une classe d'actifs? Finalement, la dernière classe d'actifs qui nous manque ici, on a vu tout à l'heure les entreprises cotées. Il nous reste les entreprises non cotées. Et souvent, les entreprises non cotées, on pense start-up, on pense innovation, on pense technologie. Donc ça, c'est une classe d'actifs à part entière qu'on va appeler le capital investissement et qui consiste à venir rentrer dans le capital d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse à différents stades de maturité finalement de leur cheminement en tant qu'entreprise. On peut investir au tout début des projets. C'est ce qu'on va appeler le capital amorçage. Alors évidemment ici, c'est la phase la plus risquée parce qu'on prend tous les risques, l'entreprise est probablement pas rentable encore, mais on achète des concepts, on achète des idées, de l'innovation. Alors ça, souvent, dans des portefeuilles de solutions d'épargne, long terme, etc., c'est quand même très risqué, donc c'est pas forcément là qu'on va. Après, on a une partie de capital développement. Là, on accompagne des entreprises qui sont rentables, mais qui doivent accélérer, parce qu'elles ont prouvé, elles ont fait leur preuve de concept, comme on appelle, et donc elles doivent accélérer. Elles veulent, par exemple, partir à l'international, racheter d'autres entreprises, etc. Donc le capital développement, ça va être accompagner le développement, la croissance de l'entreprise. On a aussi des opérations de capital transmission, quand on a un dirigeant qui souhaite se retirer, ou faire tourner en fait son actionnariat. Donc là, on va pouvoir avoir la deuxième génération qui monte en fait au capital et donc une sortie capitalistique des dirigeants historiques. Donc cette classe d'actifs, elle est très intéressante parce qu'elle apporte énormément de rendement. Comme on le voit, ce sont potentiellement des entreprises beaucoup plus jeunes qui sont assez innovantes, donc ils n'offrent pas forcément des revenus au sens dividende. Donc elles ne vont pas verser des dividendes régulièrement. En revanche, quand on investit sur cette classe d'actifs, on vient chercher la revalorisation de long terme. Le fait que l'entreprise passe d'un bébé entreprise à une entreprise qui potentiellement demain s'introduira en bourse et sur lequel on fera un x3, x4, x10 sur ce qu'on a investi. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette classe d'actifs-là. Quand tu me parles capital investissement, moi je pense innovation. Ouais. Donc j'entends quand même qu'il y a une partie de l'assiette d'investissement d'un investisseur, par exemple, qui sera dédiée à encourager ces petites entreprises, petites moyennes entreprises, souvent en croissance, qui d'ailleurs, tu parlais de x3, x4, donc je pense que tu parles de potentiel de croissance. Si je rentre à 100 €, ça veut dire que derrière, je vais pouvoir toucher 4, 5, 6 fois, 10 fois ma mise. Donc ça semble très rémunérateur potentiellement, donc extrêmement risqué. J'entends que la liquidité est aussi très faible. Oui. Okay. Donc évidemment, ça va être une classe d'actifs, on va le voir, dans l'harmonie globale, qui va être utile pour amener de la performance, mais qu'on va utiliser avec parcimonie. On ne va pas pouvoir mettre tout le portefeuille sur ce type d'actifs qui sont très risqués et qui ne permettraient pas d'assurer le versement de rente sur lequel il faut quand même un peu de stabilité. Mais c'est très intéressant, cette classe d'actifs, parce que finalement, c'est financer le moteur de nos économies. Les petites entreprises, elles ne sont pas toutes cotées en bourse. Et finalement, c'est ce qui fait du sens pour nous, les entreprises qui travaillent autour de nous, dans nos territoires. Et ça va être aussi le meilleur moyen d'avoir de l'impact, parce que là, on est en prise directe avec les dirigeants. En fait, on peut vraiment choisir des entreprises dans lesquelles on veut investir, parce qu'elles font du sens d'un point de vue grands enjeux environnementaux, grands enjeux sociaux, parce que l'implantation territoriale convient ou est très intéressante pour les projets qu'on veut porter. Donc on peut vraiment venir faire de l'impact sur cette classe d'actifs. Oui. Donc c'est intéressant, je t'avoue que j'avais pas trop pensé, j'avais jamais pensé au fait que cette classe d'actifs, aussi risquée soit-elle, peut être quand même un fort levier d'impact, surtout maintenant où on a besoin de pas mal d'innovation sur toutes ces questions, notamment le bien vieillir. Je pense qu'il y a pas mal de questions, notamment sur la robotique, pour mieux vivre à la maison, éviter pas mal de problèmes, sur la nutrition aussi éventuellement, pour se prévenir de quelques soucis qui peuvent être abordés là-bas. Donc ça me donne quelques idées. Génial. Bon, j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour avec pas mal de classes d'actifs, non ? Là, on a fait le tour des principales classes d'actifs. Alors, évidemment, il y a des classes d'actifs comme l'or, comme les cryptos, qui ne font pas partie du portefeuille de l'UMR. Mais en tout cas, on a d'autres classes d'actifs, mais elles sont plus marginales dans des portefeuilles d'investissement, en tout cas pour des assureurs ou pour des mutuelles. Et donc, on est vraiment aujourd'hui sur les principales classes d'actifs. Ah oui, ici, petit exemple par exemple, sur le capital investissement dans le portefeuille de l'UMR, pour vous illustrer un petit peu ce qu'on disait. On va retrouver
par exemple, des entreprises qui sont assez innovantes et qui permettent, comme Mastergrid, de venir entretenir des réseaux électriques. Donc en fait, eux, ils sont spécialisés dans la maintenance de réseaux électriques de haute tension et ils viennent réparer en fait pour faire perdurer dans le temps les grands câbles et éviter les fuites de gaz, notamment extrêmement émissifs, du gaz à effet de serre très puissant. Et donc eux, ils sont spécialisés, c'est une entreprise très niche qui est en accélération parce qu'ils répondent à un besoin qui est celui de faire durer plus longtemps des infrastructures. Mais là, on n'est pas investi dans l'infrastructure, on est investi vraiment dans le service que propose cette entreprise. Petite question, Céline, je vois Mousseline. Oui. Ok, Picard depuis 1963, je n'étais pas né. On parlait de petites, moyennes entreprises, innovation. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Alors, Mousseline, c'est une entreprise française qui est située dans le nord de la France, qui effectivement produit de l'emploi en France, etc. Et qui fait partie d'un portefeuille de capital investissement parce que ce n'est pas une entreprise cotée. Et là, on est plus typiquement dans un rôle d'accompagnement de la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire comment on fait d'une société qui est bien ancrée, que tout le monde connaît, je pense que quasiment tout le monde connaît Mousseline, mais qui a des enjeux dans le monde de demain, liés à la nutrition, liés à la transformation de sa marque, liés à comment on accompagne en fait cette accélération et ce changement, un petit peu ce dépoussiérage d'une marque. Et donc là, eh bien, il y a des entrées d'investisseurs qui viennent accompagner ce développement-là. Et puis peut-être une croissance à l'international ou ces enjeux plus modernes. Passionnant, je t'avoue que j'aurais jamais imaginé que Mousseline était en private equity. Donc je pars de ça avec ça, je pars d'ici avec ça aussi. Ok, donc on a fait monétaire, obligataire, action. On est parti sur l'immobilier, le capital naturel, on a fait de l'infra. Pour terminer sur le capital investissement, ça fait quand même pas mal de classes d'actifs. Et donc moi maintenant, j'en discutais pas plus tard qu'il y a quelques minutes avec Maxime qui veut construire une épargne retraite. J'investis dans quelle classe d'actifs et comment est-ce que je fais en fait pour répartir mes billes entre ces différentes classes? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est une bonne question. C'est presque finalement la question centrale. C'est une fois que je connais et que j'ai compris tous les grands marqueurs de ces classes d'actifs, je fais quoi avec ça? Comment je choisis? Qu'est-ce que je mets plutôt dans le monétaire, plutôt dans l'obligataire? À quelle pondération? Et en fait, ces questions-là, c'est des questions qui sont fondamentales, mais il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, je vais vous faire une réponse un peu de normande, c'est-à-dire la bonne allocation, c'est celle qui correspond à votre situation, à votre contexte. Et donc évidemment, quelqu'un qui est en démarrage de la préparation de sa retraite n'a pas du tout les mêmes enjeux en termes de besoin de sortie d'argent que des personnes qui sont en situation de rente. Donc évidemment, il va falloir tenir compte de ce contexte. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut décider de gérer ses allocations tout seul, et donc pour ça, d'y passer un peu de temps, de venir un peu se renseigner, etc. Ou alors, on peut aussi décider de faire confiance à des professionnels dont c'est le métier et de venir déléguer cette gestion. Bon, a priori, si vous êtes là, c'est que ce choix-là, vous l'avez fait. Vous avez délégué la gestion auprès de l'UMR, qui se charge d'investir votre épargne au travers de différents supports, principalement un régime Corem en points, et puis des régimes multi-supports où là on va avoir pas forcément totalement de la délégation mais des choix entre différents véhicules qui sont à votre main. Avec toujours, dans le cas de l'UMR, le choix d'avoir un partenaire avec des fortes valeurs mutualistes ancrées, une notion liée à la durabilité qui est forte. Et donc, évidemment, leur travail au sein de l'UMR, c'est de répondre à vos attentes, à vos contextes particuliers, de vous poser les questions aussi, quand vous investissez, sur qu'est-ce qui compte pour vous, pour derrière faire les meilleures allocations qui correspondent à vos profils. Est-ce qu'on est d'accord, Céline, que du coup, la discussion qu'on est un peu en train d'avoir, c'est une discussion que ces professionnels ont au quotidien, et leur but, justement, c'est aller poser ses quilles entre ces différentes classes d'actifs? Oui, tout à fait. Ok, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que c'est réparti, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils font? Là, du coup, on vous a mis la photo du portefeuille actuel de l'UMR. Comme ça vous donne un petit peu l'allocation du portefeuille de l'UMR par rapport aux classes d'actifs qu'on a été explorées ensemble. Donc on voit, sans trop de surprise, que notre classe d'actifs obligataire remporte le match, évidemment. C'est celle qui correspond au meilleur profil rendement-risque pour assurer à la fois une lisibilité des revenus et pas trop de risques sur l'investissement. On va retrouver également la poche action pour venir booster un petit peu les rendements. Et puis on va trouver de l'immobilier, des investissements non cotés, ce qu'on appelait tout à l'heure le capital investissement, des infrastructures, et puis une petite poche monétaire. Alors évidemment, l'objectif,
n'est pas d'avoir une trop grosse poche monétaire, parce qu'on l'a bien compris, c'est la classe d'actifs qui est la moins rentable. Son utilité, c'est d'avoir des positions d'attente ou de pouvoir répondre aux besoins de sortie de l'année et d'obtenir cette visibilité-là, cette liquidité-là. Moi qui avais tout mon argent dans le livret A, il faut quand même que je commence à diversifier, parce que sinon, je n'aurai pas de retraite. Ah bah ça, c'est sûr. Et puis en fait, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'au sein de l'UMR, vous avez une équipe de gestion d'actifs qui est spécialisée pour chacune de ces grandes classes d'actifs. Donc vous avez ici en fait des experts qui viennent pour vous, selon vos préférences, sélectionner les meilleurs produits pour pouvoir investir dessus au travers de sociétés de gestion partenaires sur lesquelles il y a ce travail qui est fait. Principalement, cette équipe-là, leur travail c'est d'analyser le contexte de marché, qu'il soit économique, géopolitique, politique, de faire des prévisions, de pouvoir analyser les nouvelles opportunités d'investissement, de pouvoir aussi s'assurer à chaque instant que les investissements qui sont réalisés correspondent aux risques qui peuvent être pris et qu'il y a une allocation qui est bien équilibrée entre le rendement, le risque et les besoins. De s'assurer aussi que l'investissement suit les règles de l'investissement responsable, d'aller chercher aussi à avoir un peu plus d'impact, etc. Quelque part, en fait, c'est une équipe qui, à la fois, est une équipe de super gérants et de super sélectionneurs. C'est intéressant parce que je comprends enfin maintenant pourquoi quand je délègue la gestion de mon épargne, au final, on me pose pas mal de questions sur ma compréhension, mon niveau, sur les questions financières, sur mon appétence au risque, sur où j'en suis dans mon projet. Je comprends mieux. Par contre, il y a un truc que je comprends un peu moins, c'est que ces derniers temps, on a commencé à nous poser des questions un peu différentes sur mes préférences en matière de durabilité. Donc on a parlé de cette notion de durabilité un peu avant, le fait qu'on peut avoir plus ou moins d'impact, mais je t'avoue que cette notion n'est pas super claire pour moi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur déjà ce que c'est, et puis concrètement, qu'est-ce qui fait que maintenant ça devient de plus en plus un sujet important et à prendre en compte sur ces questions-là. Pardon. Alors, les préférences en matière de durabilité. Obligations réglementaires, tous vos partenaires financiers, que ce soit des banques, des assureurs, à partir du moment où vous avez de l'épargne auprès d'un institut financier, vous avez dû recevoir des questionnaires qui vous demandaient vos préférences en matière de durabilité. Et alors là, mais qu'est-ce qu'on répond à ça ? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux et sociaux sont extrêmement importants. On commence à avoir de plus en plus de données pour les appréhender. Il y a une partie des risques financiers qui sont liés à la transition bas carbone, à la changement de réglementation, au fait d'avoir la transition vers une économie moins carbonée, moins fossile, etc., qui sont portés dans les portefeuilles d'investissement. Ça, c'est du risque et c'est intégré dans la gestion. Par contre, les questions qu'on vous pose sur vos préférences en matière de durabilité, quelque part, c'est un peu l'autre sens. C'est, je sais qu'il y a des risques qui sont intégrés dans mon portefeuille et qu'on les gère, ok. Mais moi, je sais aussi qu'en tant qu'épargnant, je peux avoir un impact au travers de l'argent que j'investis sur ce qui compte pour moi. Et on va revenir un petit peu à tout ce qu'on s'est dit en début, en fait. Mais qu'est-ce qui est important pour nous ? De vivre en bonne santé, de vivre dans des lieux qui soient pas trop pollués, avec des services, de pouvoir voyager dans des bonnes conditions. Tout ce qui compte pour vous, en fait, il faut réussir à le verbaliser. Et donc, on peut choisir plusieurs manières de donner ses préférences en matière de durabilité. Donc déjà, la durabilité, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, est-ce que je veux intégrer dans mes placements le fait de prendre en considération les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, à entendre par là d'éthique dans les affaires et dans les entreprises dans lesquelles j'investis. On peut avoir une idée très précise sur la question. À ce moment-là, on va de manière très explicite dire quelles sont les préférences en matière de durabilité. Moi, je veux que 5% de mon portefeuille soit investi dans des projets durables d'un point de vue environnemental, par exemple, transition énergétique, etc. J'ai une idée arrêtée sur le sujet. Mais on peut ne pas avoir d'idée arrêtée sur le sujet, et c'est OK. À ce moment-là, on peut aussi dire qu'on veut intégrer les facteurs de durabilité, c'est-à-dire prendre en compte les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux, les facteurs de bonne gestion et de gouvernance dans nos placements, à côté d'autres marqueurs que sont le rendement et le risque.
Et donc ça, c'est déjà un choix. Et puis, si on n'a vraiment pas d'idée et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dire, on peut aussi dire qu'on ne veut simplement pas que nos placements portent de préjudice à la planète, ou en tout cas n'aient pas trop d'externalités négatives. Et à ce moment-là, on va être plus dans une logique d'exclusion de secteurs très, très néfastes pour l'économie ou pour les droits sociaux et les inégalités. Céline, et concrètement, ça se passe comment pour l'UMR dans l'intégration de cette durabilité dans leurs activités ? En fait, l'UMR a une politique d'investissement responsable. Et dans une politique d'investissement responsable, les acteurs financiers, ils mettent en gros des grandes règles de gestion. La première, en règle générale, le socle de base sont les exclusions. C'est-à-dire que de manière délibérée, on va exclure certains secteurs de l'investissement. Souvent, les politiques d'exclusion sont des politiques un peu chapeau qui concernent une très large partie des actifs. Donc en fait, on va exclure les investissements dans le tabac, l'alcool, la pornographie, enfin voilà, des activités qu'on juge soit néfastes, soit pas du tout liées, en tout cas avec ce qu'on essaye d'amener en tant qu'assureur ou en tant que mutuelle. Et donc on veut les éviter. Ça peut être aussi les énergies fossiles, le charbon typiquement, des politiques d'exclusion ou de sortie progressive avec des dates dans lesquelles on n'investira plus sur ces activités-là. Donc ça, c'est vraiment le pilier exclusion, socle de base. Et je dirais que c'est très important quand même pour vous, en lien avec ce qui est important pour vous, de savoir quelles sont les politiques d'exclusion de vos partenaires financiers. Parce que finalement, votre argent est investi au travers de ces véhicules-là. Donc c'est important de savoir ce qui est exclu. Et puis après, si on monte une marche, on a l'intégration ESG. Donc là, ça va être, une fois que j'ai exclu, comment pour faire mes choix dans les entreprises dans lesquelles je vais investir, je viens considérer des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et là, on va être plus sur de la notation. Donc en fait, il y a des notes, comme les notes de crédit qu'on a vues tout à l'heure, sur la qualité de crédit, de solvabilité. Il y a des notes sur les bonnes pratiques extra-financières des entreprises. Et on peut avoir deux manières de faire l'intégration ESG. Soit on va venir chercher les meilleurs élèves. Donc on va prendre les 50% de meilleurs élèves dans une certaine catégorie, ou bien on va plutôt exclure les très mauvais élèves. On va exclure les 25 ou 30 derniers pourcents en matière de facteurs ESG. Donc ça, c'est l'intégration ESG. Ensuite, on l'a vu, on en a rapidement parlé tout à l'heure, si on monte encore une marche, il y a l'engagement actif. Comment, en tant qu'investisseur, j'utilise mes droits de vote, pour faire de l'engagement actionnarial et, quelque part, activer un peu le changement dans mes participations et dans les entreprises dans lesquelles je suis investi. Alors parfois, je suis investi en direct, parfois, je suis investi au travers de sociétés de gestion. Donc ça va être de ma responsabilité en tant qu'investisseur de venir regarder comment les sociétés de gestion elles-mêmes viennent activer leurs droits pour pouvoir faire changer un petit peu, ou en tout cas s'assurer qu'on a un certain nombre de garde-fous dans les investissements. Et puis, dernière marche, celle qui est finalement la plus importante en termes d'impact, ça s'appelle l'impact d'ailleurs, c'est vraiment les politiques d'impact. Donc là, l'impact, ça répond à des règles bien spécifiques. On ne peut pas dire qu'on fait de l'impact pour tout et n'importe quoi. Il y a trois grands facteurs, trois grands marqueurs des politiques d'impact qui sont l'intention. Donc en fait, faire de l'impact dans l'investissement, ça veut dire avoir d'emblée une intention d'avoir un impact. Et on ne peut pas dire « je veux avoir un impact environnemental ». Non, il faut vraiment dire sur quelle partie de l'environnement on veut avoir un impact et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme impact. Par exemple, je veux avoir un impact via la dépollution et donc je vais avoir des investissements qui vont viser la dépollution terrestre ou la dépollution des sols. Voilà, ça c'est une thèse d'impact potentiellement. Donc une fois qu'on a une intention, on va venir regarder l'additionnalité, c'est-à-dire si impact il y a, dans quelle mesure il peut m'être attribué. Est-ce que le fait d'avoir prêté 1 euro ou 10 euros à cette entreprise a fait qu'on peut me dire, ces 10 euros ont-ils généré une addition et peut-on m'attribuer cet impact? Et puis enfin, on fait de l'impact quand on arrive à mesurer l'impact. Et donc ça veut dire qu'il faut derrière avoir une robustesse méthodologique dans la manière de compter les choses et de pouvoir attester de l'impact qu'on estime avoir apporté. Donc l'impact, quelque part, c'est un peu la frange la plus haute. C'est extrêmement intéressant dans les investissements parce que ça permet vraiment d'aller adresser des sujets très importants, notamment environnementaux ou sociaux. Mais il y a une vraie question d'intention
Et donc, à partir de là, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on fait de l'impact sur toutes les classes d'actifs parce que c'est faux. Sur les actions, par exemple, on a vu, c'est très compliqué de faire de l'impact. Puisqu'on apporte juste de la liquidité, on ne peut pas vraiment dire qu'on fait de l'impact simplement dans de l'engagement actionnarial. C'est un peu plus éloigné de l'impact. Par contre, quand on est dans du non-coté, là, on peut vraiment faire de l'impact parce qu'on apporte de l'argent à des entreprises dans lesquelles on est vraiment actionnaire et très actif. C'est passionnant. Je bouge plus depuis tout à l'heure. Merci Céline pour toutes ces informations. Alors du coup, conclusion. Ouais, avec quoi je peux repartir? Avec quoi tu parles? Si j'avais un peu à résumer ça. Donc, la première des choses dont je suis en train de me rendre compte, c'est que déjà la finance, c'est pas, ou l'épargne, retraite, c'est pas quelque chose qui est à côté de l'économie réelle, mais c'est bien quelque chose qui est dans l'économie réelle et qui vient l'encourager. Donc d'une certaine façon, je suis en train de me rendre compte qu'ici, au travers de mon épargne, je vais aider à la construction du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Et ça, tout de suite, ça me met dans une forme de responsabilité un peu différente. Je suis en train de me rendre compte qu'au travers des choix que je vais faire, je vais plus ou moins faciliter ou rendre difficile certains accès à des financements, certaines entreprises, certaines possibilités, peut-être un certain avenir. Donc ça, au travers de ça, je suis en train de me dire que le choix que je vais avoir de mon investisseur est assez important. Et du coup, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. La première, c'est les valeurs. Je suis en train de me dire qu'en fait, qui parle de monde dit de vivre ensemble, et qui dit vivre ensemble dit quel vivre ensemble. Donc, quelles sont les valeurs qui sont incarnées et intégrées dans ces politiques d'investissement? Et puis, un autre élément qui me semble important, et aujourd'hui, on a un bon exemple, c'est que, mine de rien, la finance, c'est une question un peu technique, mais pas tant que ça. Et qu'au final, on peut apprendre ensemble. Et du coup, j'ai envie plutôt de m'associer avec des partenaires d'investissement qui comprennent l'importance de la transparence et de la pédagogie pour m'aider à mieux comprendre ce dans quoi j'investis, de telle sorte que je sois mieux équipé pour pouvoir investir cet argent, et pour moi, et pour mes proches, et pour la société. Exactement. Donc j'espère pour vous, en tout cas, je ne sais pas, tout à l'heure, on a fait un peu le test sur qui était à l'aise pour expliquer comment était investi son épargne. Si on refait un petit peu le test maintenant, j'espère que c'est un peu plus clair. Est-ce que vous êtes un peu plus à l'aise pour comprendre ce de quoi est fait votre portefeuille d'investissement? En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. Et oui, c'est important de poser des questions, c'est important, il n'y a aucune question bête sur les investissements. C'est un monde qui est absolument passionnant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, on peut en prendre peut-être quelques-unes, et puis on pourra aussi en discuter tout à l'heure. On sera là au cocktail, donc on pourra répondre à tout ça. Je peux parler là, c'est bon? Oui. Alors, une première question. En ce qui concerne les actions, j'ai vu qu'il y avait 60% d'actions européennes et 40% américaines. Pourquoi ce choix? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'avoir plus d'actions européennes? Ça, c'est une première question. Ensuite, c'était très intéressant, votre présentation, mais il n'est jamais question de la fiscalité. Et jamais les questions de la fiscalité. Et une dernière question, il y a quelque chose que je n'ai pas compris en ce qui concerne la forêt. J'ai lu, ou j'ai peut-être pas assez bien écouté, promouvoir la gestion irrégulière. C'était... Regardez, dans... Où est-ce que j'ai mal lu? En ce qui concerne la forêt... Promouvoir la gestion irrégulière, qu'est-ce que ça signifie? C'est le contraire, non? Il me semble. En fait, je pense que c'est lié au fait de ne pas tout couper d'un coup, mais d'avoir une espèce d'irrégularité dans la manière de gérer les essences. D'accord. Enfin, je pense que c'est un terme lié, alors je ne suis pas une experte pour le coup de la foresterie, mais je pense que c'est lié au cycle de fait de ne pas tout couper. D'accord, c'est pas une erreur. Ensuite, c'est la biodiversité, c'est le respect de la biodiversité. On ne peut pas avoir des chênes, que des pins, que des résineux. En fait, c'est vraiment d'avoir plein de types d'arbres dans la forêt. Voilà, c'est clair.
Et alors, les actions Alors, c'est vrai que sur la fiscalité, j'ai pas abordé le point parce que là, l'idée, c'était de vous expliciter les classes d'actifs d'un point de vue institutionnel, ce qui rentre en fait dans un portefeuille institutionnel. Évidemment, derrière, il y a une fiscalité qui vous incombe en tant que personne quand vous êtes investisseur, vous en tant que particulier, et qui est différente en plus selon les différentes personnes, les différents statuts. Il peut y avoir effectivement sur certaines classes d'actifs, si on les gère tout seul, des niches fiscales. Par exemple, le capital risque, le capital investissement bénéficie pour certaines parties ou l'immobilier de niches fiscales. Mais ça s'entend quand on est en tant que particulier. Là, on le voyait d'une version plus holistique en tant qu'investisseur institutionnel quand on est un assureur et une mutuelle. Et là, il y a pas, la fiscalité est la même pour les classes d'actifs. Et donc peut-être pour continuer sur ce qui est dit, il y a des enveloppes. Donc en PEA, j'ai certains avantages. Dans le cas du PER, je vais en avoir aussi, etc. Donc on n'a pas abordé cet aspect-là. Ouais. Le but ici, c'était surtout de parler des classes d'actifs, sachant qu'au sein même de ces classes d'actifs, vous pouvez avoir plusieurs types de véhicules et d'instruments. Voilà, donc on était vraiment dans une approche plutôt investisseur, dans laquelle, sur les questions fiscales, il y a plutôt un besoin de savoir est-ce que vous voulez le faire avec le PER, qu'est-ce qui peut vous permettre, peut-être utiliser d'autres enveloppes pour certains types d'investissements. Par exemple, dans un PEA, on ne peut pas investir sur des actions américaines. Donc, en effet, il y a toute une complexité derrière qu'on n'a pas voulu aborder, mais c'est un sujet super important à garder en tête à chaque fois que vous investissez. Pour l'année prochaine, c'est une très bonne thématique. On la note. La fiscalité. Clairement. Et sinon, la répartition des actions. Sur la répartition des actions, peut-être Maxime, si tu veux, parce que donc, nous ne gérons pas la partie, on était là pour la partie pédagogique. Hop, Maxime oui, qui gère bonjour. Les portefeuilles d'investissement. Effectivement, on a 40% hors Europe. En fait, dans ces 40%, ce n'est pas que États-Unis, mais il y a un petit peu de Japon, d'émergents aussi, pour bien diversifier nos risques. Les actions mondiales, si on les répartit, il y aurait 75% d'actions américaines. On a déjà quand même beaucoup moins, on est européen, on connaît les entreprises locales. Après, pour aller gérer un portefeuille de la taille du nôtre, pour bien diversifier, pour aller chercher aussi du rendement, le marché américain, depuis 5-10 ans, et même si on regarde sur toutes les périodes, est le meilleur marché au monde, c'est le plus profond, c'est le plus liquide, c'est le plus efficace sur les enjeux de rendement. Donc il est incontournable. Aujourd'hui, vous avez tous des téléphones, ça peut être une marque comme Apple, vous utilisez des applications américaines pour l'essentiel. Voilà, c'est des marchés incontournables. Après, on est très vigilant à l'aspect durabilité, dont tu as très bien parlé. C'est pas parce qu'il y a un retour en arrière qui se fait aux États-Unis qu'il est universel. Il reste, dans les États, il y a beaucoup d'écarts entre notamment les côtes et le cœur des États-Unis. Je ne vais pas faire de politique américaine, mais voilà, il y a encore beaucoup de convictions sur des enjeux de durabilité. Tout n'est pas à mettre à la poubelle encore aujourd'hui. Et voilà, il y a plein de choses à faire aussi là-bas, d'où la diversification qu'on a fait sur les États-Unis. Merci à vous. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions pendant le cocktail. Bravo à tous les deux, c'était limpide. Moi, je vous propose de les applaudir chaleureusement.